Le métro, c'est pas si horrible que ça. Je veux dire, ouais, les odeurs sont folkloriques. Certes, les gens peuvent être passablement angoissants, mais pas toujours. Pour preuve, ce petit garçon aux cheveux roux tout mignon en face de moi, qui me regarde fixement. Bon, peut-être un peu trop fixement. Je lui lance un clin d'œil, mais il le rend pas. Après, j'ai jamais été très en phase avec les gosses, donc c'est pas très étonnant. D'ailleurs, il descend de la rame avec sa maman, toujours en maintenant le regard. C'est bizarre les gosses de nos jours. Je balaye la rame du regard, pas grand monde. C'est un des avantages du confinement, on peut voyager sans respirer de près les émanations corporelles des usagers. Il y avait un mec chauve d'à peu près mon âge, les yeux rivés sur son téléphone. Tinder, j'imagine. Franchement, bonne chance vu, hein. Je sais c'est pas facile, la preuve j'ai laissé tomber. Il y avait aussi une quinquagénaire, l'air un peu sévère, très mince, avec bien sûr des lunettes de quinquagénaire sévère. Enfin, je fais pas un dessin. Aux 4 places, il y avait 2 hommes qu'il me semble ne pas avoir vu entrer. Les mâchoires carrées, l'air sévère également. L'un d'eux est en train de regarder sa montre, la mâchoire serrée. Ouais, mais en fait, tout le monde a décidé de faire la gueule aujourd'hui. Je veux dire, les gosses, les vieux, tout le monde. La quinquagénaire semblait commencer à s'impatienter. Elle regarde de gauche à droite, l'air agacé. Alors c'est bon, il n'y a pas le feu, murmurai-je à moi-même. Enfin, je dis ça... c'est vrai que ça fait plusieurs minutes qu'on a quitté la dernière station. Combien de temps ça prend d'une station à l'autre 3 minutes? Je sais pas. Jamais fait le calcul depuis le temps que je prends le métro, pourtant. C'est au tour du jeune chauve de lever la tête, l'air ébahi. Il avait raté un match Tinder, qu'est-ce qui se passe? Je jette un coup d'œil vers les 2 hommes aux mâchoires carrées. L'un d'eux était toujours en train de regarder sa montre. Bon, je suis pas du genre parano, hein. C'est vrai, des fois j'ai des pensées étranges de temps en temps, mais bon, je ne fais pas me poser plus de questions que ça maintenant. J'attends l'arrivée à la prochaine station qui devrait être... Ah, je sais plus. On est sur la ligne 11. Je crois que la dernière était République, Goncourt. Ouais, je sais plus. J'attends encore. Mais on s'arrête pas. Je suis pourtant sûr que le temps de trajet entre 2 stations était passé depuis un moment. Peu importe le temps que c'est censé prendre, en fait. La quinquagénaire était debout en train de tenir la barre de fer. Et puis, je regarde vers les 2 hommes aux mâchoires carrées. L'un d'eux était toujours en train de regarder sa montre. Bon, je suis un peu dubitatif, mais... Bon, j'attends 1 minute de plus. Rien. Le métro continue ses à-coups et les bruits d'oreilles si désagréables. C'est au tour du jeune chauve de commencer à stresser. Il tourne en rond en regardant la carte des stations au-dessus de la porte, sauf que sur cette ligne, celle-ci ne s'illuminait pas pour indiquer la station actuelle, et il est con. À mon grand étonnement, je vois la quinquagénaire se diriger vers les 2 hommes, aux 4 places. Je n'entends pas ce qu'elle dit, mais au vu de sa gestuelle, son intervention semblait visiblement être dirigée vers l'interrogation. Je regarde attentivement. Un des 2 hommes semblait sèchement lui répondre quelque chose. Elle semblait outrée. Là, le jeune homme chauve semblait avoir entendu la discussion. Il se dirigea vers eux. Moi, pour ma part, j'étais pris d'une sorte d'angoisse et j'étais presque tétanisé. Je sais pas pourquoi. J'avais juste pas les burnes de faire quoi que ce soit. J'étais pris entre la flip et mon inconscient qui me disait qu'il n'y avait pas de problème et que je devais juste rester calme. En fait, fallait pas que je sois parano, quoi. Sauf que là, vraiment, on n'arrivait pas à la station. Et la discussion entre mes autres compatriotes de métro semblait s'envenimer. L'un des 2 hommes à la mâchoire carrée me regarda subitement, le regard perçant. Ouais, je voulais juste pas de problème. Continuez à vous embrouiller, laissez-moi tranquille. Je veux juste descendre de la rame. Là, les lumières commencèrent à grésiller. Ouais, puis quoi encore. La lumière se coupa pendant une trentaine de secondes. J'étais tétanisé et on voyait toujours pas le bout de la lumière d'un quai. Mais je n'osais toujours pas bouger. J'étais sur le point d'allumer la lampe torche de mon iPhone, mais c'est là que la lumière est revenue. Et la lumière est revenue, oui, mais nous, on n'était toujours pas arrivés à quai. J'ai pris mon courage à 2 mains et me dirigea vers le groupe, un peu à l'autre bout de la rame. En m'approchant, un des 2 hommes, assez énervé, me demanda de retourner à ma place. La dame se tourna vers moi et lança. Ces 2 énergumènes semblent savoir quelque chose, et ils feintent l'ignorance en me demandant de me taire et de m'asseoir, alors que clairement il y a un truc qui cloche dans ce métro. Elle a pas tort. C'est vrai qu'ils étaient en train de regarder leur montre depuis un moment déjà. Le jeune chauve s'était éloigné entre-temps. Il revient en nous disant « J'ai regardé par les vitres, de part et d'autre de la rame, il n'y a personne dans les autres wagons. » Là, il se tourna vers les 2 hommes et leur dit là, vous commencez à vous foutre de ma gueule. Si vous avez quelque chose, mais dites-le, en fait. » Les 2 hommes en noir, complètement agacés, mais semblaient quand même se rendre compte que les 3 personnes devant eux n'allaient pas lâcher la grappe. Ils allaient peut-être finir par renoncer à leur silence. Mais en même temps, j'avais peur de ce qu'ils allaient dire. L'un d'eux finit par parler. « Eh bien,
On n'en sait pas plus que vous, figurez-vous. C'est pour ça qu'on est là, en enquête. Tais-toi, fit l'autre. Tu parles à des civils, là. Et alors? Si ce qui nous a été rapporté est vrai, alors ça change quoi de leur dire ou pas? Comment ça, ce qui vous a été reporté? Demanda le jeune homme chauve. Arrêtez votre suspense à 2 balles, là. Pendant qu'ils étaient en train de parler, ou plutôt de se chamailler, je me dirigea vers la porte. Je tenta de tirer la poignée d'urgence, et évidemment, rien ne se passa. Je regarda par la vitre de la porte et mon estomac se retourna. C'était tout noir dehors. Normalement, on est censé voir un minimum les couloirs. Le jeune homme était en train de continuer à s'embrouiller avec les 2 hommes, mais soudain la quinquagénaire les interrompa. « Vous ne remarquez pas? On n'entend plus les bruits de rails. » Le jeune homme tendit l'oreille. « Oui, c'est vrai, mais on sent bien que le métro y bouge. » Un des 2 hommes sembla avoir tilté quelque chose. Il se leva d'un bond en jurant. À ce même moment, les lumières s'éteignirent encore une fois, pour ne plus jamais se rallumer. Les faits se sont déroulés en 2004 dans la banlieue de Marseille. Classés sans suite, les éléments menant au drame ont été jugés un peu trop abracadabrants pour les enquêteurs. Ce que vous allez découvrir ici sont les éléments retrouvés dans une lettre laissée par Alain. Alain, 53 ans, après plus de 20 années de mariage et un enfant, se sépare de Séverine. Tout a une date de péremption, les fleurs, l'amour, Séverine aussi. Il n'avait quasiment plus de contact avec son ancienne famille. Son fils Mathieu, déjà jeune adulte, avait quitté le foyer après que son coming out ait tellement déplu à son père. Par chance, si on peut dire, Alain était un semi-mania de l'immobilier, donc il était relativement aisé financièrement. Et beaucoup de jeunettes du Sud l'étaient, elles, beaucoup moins. Il n'eut pas de mal à trouver des petites, comme il aimait les appeler. En échange de sacs de marque et de restaurants chics, de balades en bateau et autres activités de jet-setter, et surtout de quoi remplir leur compte Instagram, elles confiaient à Alain leur temps et leur corps, loin d'être encore fanés. De quoi rajeunir Alain, seulement en esprit cependant. Son vieux corps, lui, et plus précisément ses parties intimes, n'était pas aussi vigoureux que ce que Alain aurait voulu. De quoi rendre fou Alain. Comment imaginer l'absolue impossibilité pour lui de pouvoir jouir des plaisirs retrouvés, des corps fermes et parfaits, prêts à se donner. Et lui, il restait là, incapable et frustré dans l'inaction. Bien sûr, il y a des médicaments pour ça. Comme si ça ne suffisait pas, Alain était tout à fait allergique aux substances qui sont présentes dans les médicaments qui auraient pu l'aider. Il est alors parti en quête de solutions, et bien sûr, il y a des remèdes de grand-mère, les exercices de concentration, etc., mais il n'y a rien à faire. Il allait se résigner, mais tenta finalement le tout pour le tout. Pourquoi pas tenter des méthodes, disons, moins médicales et plus ésotériques. Il ne croyait pas du tout à ces histoires de chaman ou de marabout à la base. Pour lui, c'était du flan. Il accepta cependant d'aller voir ce sévité haïtien conseillé par son cousin Marc, qui était lui-même à moitié haïtien. Ce qu'on appelle un sévité, c'est tout simplement un pratiquant du vaudou. Il s'appelait Oldof et il n'acceptait pas les inconnus a priori. Il daigna cependant de recevoir Alain car il connaissait bien son cousin. Au dernier étage d'un immeuble, somme toute banal, aux alentours des quartiers de Belzance, Alain s'attendait à découvrir un chaman excentrique l'accueillant avec une poule dans la main et un couteau de l'autre. Pas du tout. La séance ressemblait plus à une visite chez le psy. Oldof était un homme calme, présentait bien, on ne peut plus banal en apparence en fait. Il aurait pu être fleuriste ou comptable, que ce serait pas choquant. La discussion fut finalement très agréable et Alain oublia presque que la personne devant lui était un serviteur de je ne sais quel dieu vaudou. Oldof prit une minuscule gorgée de thé et fit sa proposition. « Alain, rien n'est gratuit. Ce que l'on gagne, c'est ce que quelqu'un perd ailleurs. Je ne peux pas vous guérir, je peux juste pratiquer un échange. Un échange est définitif, réfléchissez bien. Revenez me voir la semaine prochaine si votre choix est fait. » Suite à ces mots, Alain douta fort sur son souhait de vouloir poursuivre l'expérience. Cependant, un après-midi ensoleillé sur une terrasse du Vieux-Port, il vit un petit garçon passer devant sa table. En croisant son regard, il a pensé à son fils, qui lui ressemblait assez au même âge, petit, roux et assez frêle. Son fils, ouais, celui avec qui désormais il n'a plus de contact. Son fils, est-ce qu'il peut encore être considéré comme tel ? Son fils qui ne voulait pas donner de petits-enfants à Alain car il préférait flirter avec des moustachus. Plutôt que d'être un vrai homme, se disait Alain.
En pensant à tout ça et en se rappelant les déconvenus qu'il a eus avec son fils, il fut pris d'un pic de colère et fronça les sourcils. C'était décidé finalement. C'était à son fils à qui il allait prendre la vigueur. Suivant les recommandations du maître vaudou, il devait récupérer un objet important ayant un lien fort avec la victime. C'est fait assez simple en réalité. Il n'eut pas eu de mal à retrouver l'un des doudous qui appartenait à son fils et qui l'a suivi jusqu'au début de son adolescence. La séance qui s'en suiva chez Oldov fut encore une fois très sobre, faite en fin de soirée, il était presque minuit. 2 ou 3 incantations, un peu de sang récupéré sur le doigt d'Alain, qui fut versé dans une petite soucoupe. Il fit brûler le tout, le doudou et le sang d'Alain. Cela a duré tout au plus une demi-heure. Il prit le taxi pour rentrer. Il ne se sentait aucunement différent. Après tout, il testera demain avec sa petite Instagrammeuse du moment qui venait de Nice. Le matin suivant, en se réveillant, il eut une surprise incroyable. Son petit soldat était au garde à vous. C'était un très très bon signe. Le lendemain, comme prévu, il emmena sa petite niçoise faire un tour de bateau et ils ont ensuite dîné dans un restaurant rooftop de la ville. Plus tard, à la fin de la soirée, Alain prit une suite dans un hôtel et était bien décidé ce soir-là à être un champion. Sauf que lorsqu'il déshabilla la jeune fille et que ses formes voluptueuses sont tombées sous son regard, Alain n'était pas émoustillé. Pire, il n'avait pas de désir, il n'était pas excité, pas attiré du tout. Les mots d'Oldov résonnèrent. Alain, rien n'est gratuit. Ce que l'on gagne, c'est ce que quelqu'un perd ailleurs. Je ne peux pas vous guérir, je peux juste pratiquer un échange. Un échange est définitif, réfléchissez bien. Alain prit peur et eut comme une sorte de révélation. Il devait vérifier. Il prétenda devoir aller aux toilettes, il ferma la porte à clé et sortit son portable pour chercher des films X mettant en scène des hommes. La vue de ces scènes provoquèrent en lui 2 sentiments. Le dégoût, mais aussi une profonde excitation. Alain avait volé la vigueur de son mal-aimé fils, mais aussi ses désirs. Quelques mois plus tard, Alain se donna la mort, laissant derrière lui une lettre sur laquelle il raconta son histoire. Sur cette lettre, Alain expliquait qu'il n'a pas réussi à assumer sa nouvelle condition, et surtout qu'il voulait que son fils lui pardonne. Son fils, qui n'a jamais réussi à comprendre. Il a toujours pensé que son homosexualité était en fait un choix destiné uniquement à se rendre intéressant, ou bien à mettre son père en colère. Qu'en réalité son fils était courageux, car lui a réussi à s'accepter et à s'aimer comme il était. Courage que Alain n'a pas réussi à avoir. Alain espérait que son sacrifice allait rendre au fils ce que son père lui a volé. Les faits se sont déroulés en 2004 dans la banlieue de Marseille. Classés sans suite, les éléments menant au drame ont été jugés un peu trop abracadabrants pour les enquêteurs. Ce que vous allez découvrir ici sont les éléments retrouvés dans une lettre laissée par Alain. Alain, 53 ans, après plus de 20 années de mariage et un enfant, se sépare de Séverine. Tout a une date de péremption, les fleurs, l'amour, Séverine aussi. Il n'avait quasiment plus de contact avec son ancienne famille. Son fils Mathieu, déjà jeune adulte, avait quitté le foyer après que son coming out ait tellement déplu à son père. Par chance, si on peut dire, Alain était un semi-mania de l'immobilier, donc il était relativement aisé financièrement. Et beaucoup de jeunettes du Sud l'étaient, elles, beaucoup moins. Il n'eut pas de mal à trouver des petites, comme il aimait les appeler. En échange de sacs de marque et de restaurants chics, de balades en bateau et autres activités de jet-setter, et surtout de quoi remplir leur compte Instagram, elles confiaient à Alain leur temps et leur corps, loin d'être encore fanés. De quoi rajeunir Alain, seulement en esprit cependant. Son vieux corps, lui, et plus précisément ses parties intimes, n'était pas aussi vigoureux que ce que Alain aurait voulu. De quoi rendre fou Alain. Comment imaginer l'absolue impossibilité pour lui de pouvoir jouir des plaisirs retrouvés, des corps fermes et parfaits, prêts à se donner. Et lui, il restait là, incapable et frustré dans l'inaction. Bien sûr, il y a des médicaments pour ça. Comme si ça ne suffisait pas, Alain était tout à fait allergique aux substances qui sont présentes dans les médicaments qui auraient pu l'aider. Il est alors parti en quête de solutions, et bien sûr, il y a des remèdes de grand-mère, les exercices de concentration, etc., mais il n'y a rien à faire. Il allait se résigner, mais tenta finalement le tout pour le tout. Pourquoi pas tenter des méthodes, disons, moins médicales et plus ésotériques. Il ne croyait pas du tout à ces histoires de chaman ou de marabout à la base. Pour lui, c'était du flan.
Il accepta cependant d'aller voir ce sévité haïtien conseillé par son cousin Marc, qui était lui-même à moitié haïtien. Ce qu'on appelle un sévité, c'est tout simplement un pratiquant du vaudou. Il s'appelait Oldof et il n'acceptait pas les inconnus a priori. Il daigna cependant de recevoir Alain car il connaissait bien son cousin. Au dernier étage d'un immeuble, somme toute banal, aux alentours des quartiers de Belzance, Alain s'attendait à découvrir un chaman excentrique l'accueillant avec une poule dans la main et un couteau de l'autre. Pas du tout. La séance ressemblait plus à une visite chez le psy. Oldof était un homme calme, présentait bien, on ne peut plus banal en apparence en fait. Il aurait pu être fleuriste ou comptable, que ce serait pas choquant. La discussion fut finalement très agréable et Alain oublia presque que la personne devant lui était un serviteur de je ne sais quel dieu vaudou. Oldof prit une minuscule gorgée de thé et fit sa proposition. Alain, rien n'est gratuit. Ce que l'on gagne, c'est ce que quelqu'un perd ailleurs. Je ne peux pas vous guérir, je peux juste pratiquer un échange. Un échange est définitif, réfléchissez bien. Revenez me voir la semaine prochaine si votre choix est fait. Suite à ces mots, Alain douta fort sur son souhait de vouloir poursuivre l'expérience. Cependant, un après-midi ensoleillé sur une terrasse du Vieux-Port, il vit un petit garçon passer devant sa table. En croisant son regard, il a pensé à son fils, qui lui ressemblait assez au même âge, petit, roux et assez frêle. Son fils, ouais, celui avec qui désormais il n'a plus de contact. Son fils, est-ce qu'il peut encore le considérer comme tel ? Son fils qui ne voulait pas donner de petits-enfants à Alain car il préférait flirter avec des moustachus. Plutôt que d'être un vrai homme, se disait Alain. En pensant à tout ça et en se rappelant les déconvenus qu'il a eus avec son fils, il fut pris d'un pic de colère et fronça les sourcils. C'était décidé finalement. C'était à son fils à qui il allait prendre la vigueur. Suivant les recommandations du maître vaudou, il devait récupérer un objet important ayant un lien fort avec la victime. Ce fut assez simple en réalité. Il n'eut pas eu de mal à retrouver l'un des doudous qui appartenait à son fils et qui l'a suivi jusqu'au début de son adolescence. La séance qui s'en suiva chez Oldof fut encore une fois très sobre, faite en fin de soirée, il était presque minuit. 2 ou 3 incantations, un peu de sang récupéré sur le doigt d'Alain, qui fut versé dans une petite soucoupe. Il fit brûler le tout, le doudou et le sang d'Alain. Cela a duré tout au plus une demi-heure. Il prit le taxi pour rentrer. Il ne se sentait aucunement différent. Après tout, il testera demain avec sa petite Instagrammeuse du moment qui venait de Nice. Le matin suivant, en se réveillant, il eut une surprise incroyable. Son petit soldat était au garde à vous. C'était un très très bon signe. Le lendemain, comme prévu, il emmena sa petite niçoise faire un tour de bateau et ils ont ensuite dîné dans un restaurant rooftop de la ville. Plus tard, à la fin de la soirée, Alain prit une suite dans un hôtel et était bien décidé ce soir-là à être un champion. Sauf que lorsqu'il déshabilla la jeune fille et que ses formes voluptueuses sont tombées sous son regard, Alain n'était pas émoustillé. Pire, il n'avait pas de désir, il n'était pas excité, pas attiré du tout. Les mots d'Oldof résonnèrent. Alain, rien n'est gratuit. Ce que l'on gagne, c'est ce que quelqu'un perd ailleurs. Je ne peux pas vous guérir, je peux juste pratiquer un échange. Un échange est définitif, réfléchissez bien. Alain prit peur et eut comme une sorte de révélation. Il devait vérifier. Il prétenda devoir aller aux toilettes, il ferma la porte à clé et sortit son portable pour chercher des films X mettant en scène des hommes. La vue de ces scènes provoquèrent en lui 2 sentiments. Le dégoût, mais aussi une profonde excitation. Alain avait volé la vigueur de son mal-aimé fils, mais aussi ses désirs. Quelques mois plus tard, Alain se donna la mort, laissant derrière lui une lettre sur laquelle il raconta son histoire. Sur cette lettre, Alain expliquait qu'il n'a pas réussi à assumer sa nouvelle condition, et surtout qu'il voulait que son fils lui pardonne. Son fils, qui n'a jamais réussi à comprendre. Il a toujours pensé que son homosexualité était en fait un choix destiné uniquement à se rendre intéressant, ou bien à mettre son père en colère. Qu'en réalité son fils était courageux, car lui a réussi à s'accepter et à s'aimer comme il était. Courage que Alain n'a pas réussi à avoir. Alain espérait que son sacrifice allait rendre au fils ce que son père lui a volé.
C'était ma dernière consultation de la journée. Il faisait déjà noir au dehors et la pluie fouettait les fines vitres en faisant un bruit de gravier qu'on jetait au sol. Un petit garçon roux et chétif entra dans la pièce. Je ne voulais pas qu'il soit accompagné de ses parents. Dans ce genre d'échange, les parents ont tendance à influencer les paroles de l'enfant. Ça, je voulais l'éviter, surtout compte tenu de la situation de ce petit bonhomme. Il me salua très poliment, en m'appelant monsieur. Je lui dis qu'il pouvait m'appeler Sylvain. Puis je l'invita à s'asseoir. Il prit une pause et me fixa pendant un bref instant, en fronçant très légèrement les sourcils avant de prendre place. Vous savez, il n'est pas facile pour un enfant d'exprimer correctement ses pensées, ou de dépeindre au travers de paroles ses sentiments. C'est pour ça que j'opte très souvent pour la thérapie par le jeu. Faire dessiner des choses, par exemple, leur fait dire souvent plus que de simplement les questionner verbalement. Ce petit garçon a en effet assisté à une scène malheureuse à son école. Une de ses camarades de classe eut une rupture d'anévrisme, et cela lui a coûté la vie. Il en fut témoin avec 2 autres de ses camarades de classe. Selon les faits qui m'ont été reportés, cela s'est produit dans les toilettes des filles. Le petit garçon et un autre de ses copains se sont introduits dans les toilettes qui ne leur étaient cependant pas destinées. Là, la pauvre jeune fille fut prise d'une crise et s'effondra au sol. Une deuxième jeune fille était présente dans les toilettes. C'est elle qui alerta les professeurs de par ses cris désemparés. Le petit garçon me regarda inquiet. Il me dit qu'il n'était pas fautif dans cette histoire et qu'il avait simplement l'intention d'aider. Je le rassura aussitôt, en lui disant qu'il n'aurait aucun problème. Puis il me raconta qu'en effet, les adultes s'en sont plus ou moins pris à lui. Les adultes ne comprenaient pas pourquoi il s'était rendu dans les toilettes des filles et semblaient suspecter en quelque sorte son rôle dans le déclenchement de ce drame. En quoi aurait-il pu être responsable d'une rupture d'anévrisme, dis-je. Heureusement tout de même, la jeune fille, qui était déjà présente sur les lieux, avait indiqué que la crise de la malheureuse avait commencé... Heureusement, la jeune fille déjà présente dans les toilettes avait indiqué que la crise de la malheureuse avait déjà commencé avant l'intrusion des 2 compères, et que la pauvre fille était quasi déjà effondrée au sol lorsqu'ils arrivèrent. Le garçon me répéta encore une fois qu'il voulait simplement aider, mais qu'il regrette que les grandes personnes ne comprenaient pas. Je lui demandai de dessiner ce qu'il a vu lorsqu'il est arrivé dans les toilettes. Il avait des crayons, des feutres, et qu'il pouvait prendre tout le temps qu'il voulait. Il ne semblait pas réticent à ma demande. Il est vrai que les enfants aiment plutôt bien cet exercice en général. Pendant que je le regardais dessiner, je repensais à la version des professeurs. L'enfant était comme paniqué et est sorti de la salle de classe en courant avec son camarade. En y réfléchissant, c'est peut-être qu'il avait vu le drame arriver, et qu'effectivement il voulait simplement aider. Il déposa le crayon, il avait terminé. Je le félicita et tourna la feuille vers moi. J'étais un peu surpris. Ce petit n'était vraiment pas mauvais en dessin. On pouvait remarquer au premier coup d'œil que c'était effectivement des toilettes, les lignes étaient droites, le trait était fin. Le personnage était aussi remarquablement détaillé. Je le félicita encore une fois. Il rougit légèrement, il semblait flatté. Je lui demanda alors de m'expliquer le dessin. Il me montra le petit bonhomme à la tignasse rousse en disant que c'était lui. Ça, je l'avais remarqué. Il me montra aussi son camarade, Eric. C'était un petit garçon d'origine africaine, on le voyait aussi distinctement. Je m'intéressa alors à la pauvre fille au sol. Elle avait les cheveux blonds. Elle semblait être un peu plus grande que les autres et semblait aussi être assez potelée. Cependant, elle avait une couleur particulière. Le petit garçon en face de moi semblait se tordre dans sa chaise. Je lui demanda avec douceur de quelle couleur était la petite fille. Il me répondit, hésitant, « Bleu ?» Puis finalement non, c'était plutôt violet. Je continuai à le questionner. Selon ses dires, elle était déjà de cette couleur, et c'est pour ça qu'il voulait l'aider. Voilà comme c'est étonnant. Prétendrait-il qu'il avait vu sa mort venir? Il me raconta que c'était pas la première fois et qu'il ne voulait plus jamais aider et qu'il n'allait plus jamais faire attention car cela lui amenait que des problèmes. J'essayai alors de détendre l'atmosphère. Je lui expliquai que probablement le nom de cette couleur, entre le bleu et le violet, c'était sûrement de l'indigo. Cette histoire était surréaliste, mais les enfants ont cette fabuleuse capacité d'avoir une imagination débordante, que l'on perd malheureusement en grandissant. La pluie s'arrêta au dehors. « Tu sais, » lui dis-je, « faut pas que tu gardes ces genres de choses pour toi. » Je vis sa lèvre inférieure commencer à trembloter. Il devint tout rouge et fondit en larmes. « D'accord, dit-il. Alors monsieur, il faut que je vous le dise,
Vous êtes indigo, vous aussi.